Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui et bienvenue sur ce webinaire consacré au rôle des conseils en gestion de patrimoine ou CGP dans la transition écologique et sociale. Pour commencer, il faut savoir que les CGP, en termes d'encours et de collecte en France, se situent entre la sixième et la huitième banque environ, ce qui représente plusieurs milliards d'euros d'encours. Et donc, ils ont donc justement un rôle crucial à jouer dans cette transition. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Maëlle Caravaca, fondatrice du cabinet En Privé, et Bénédicte Cornu, fondatrice du cabinet Kinty Conseil, et qui ont choisi Bonjour. justement l'investissement responsable comme raison d'être de leur cabinet. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. On va passer environ 1 heure ensemble aujourd'hui. Donc pendant les premières 40 minutes, moi j'ai prévu une trame avec des questions que je poserai à Maëlle et Bénédicte. On va échanger. Vous pouvez poser vos questions directement dans le chat. On les regardera à la fin ou pendant la trame si c'est vraiment ça correspond à ce qu'on est en train de se dire. Et puis pour ceux qui, comme Aïssa, qui ne peuvent pas poser leurs questions à l'écrit, vous pourrez aussi intervenir directement à l'oral en prenant la parole. D'abord, je vais commencer par présenter Fève rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'on fait. Donc Fève, c'est né de deux constats. Le premier, c'est que le modèle agricole productiviste est arrivé à bout de souffle aujourd'hui. On s'en rend compte au niveau environnemental avec des problématiques de déforestation, d'altération de la biodiversité, de pollution des sols, pollution de l'eau, des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des problématiques sociales avec des agriculteurs qui arrivent pas à s'en sortir, des problématiques de santé, de résilience alimentaire ou de redynamisation des territoires. Donc, pas mal de problématiques à ce niveau-là. Et aussi un problème conjoncturel. En France, un agriculteur sur deux est ou sera en âge de partir à la retraite dans les 10 ans à venir. Donc, cette problématique, nous, on la voit comme une opportunité chez FEV, justement, d'utiliser ce renouvellement de génération qui doit s'opérer pour faciliter l'installation de la nouvelle génération d'agriculteurs avec des modèles plus vertueux pour l'environnement, pour notre alimentation et puis pour nos territoires. Donc, pour faire ça, on a utilisé deux leviers principalement. On a créé une foncière solidaire qui apporte justement une solution de financement à ces futurs agriculteurs via de l'épargne citoyenne, donc dans laquelle tout le monde peut investir, et qui lève justement ce premier frein à l'installation qui est le coût d'acquisition du foncier pour les jeunes qui veulent s'installer. Donc concrètement, on collecte des fonds auprès des particuliers, principalement, auprès des investisseurs institutionnels aussi depuis peu, et on achète des fermes partout en France qui sont louées avec option d'achat à des agriculteurs qui s'installent en agroécologie. Et le deuxième levier, on a créé une plateforme qui s'appelle Lagrange, qui rassemble des nombreux outils, des contenus, des guides, pour permettre justement à ces nouveaux agriculteurs de concrétiser leur projet d'installation, que ce soit avec FEV ou non d'ailleurs, mais en agroécologie. Donc il y a plein d'outils pour qu'ils puissent s'auto-former, échanger avec d'autres porteurs de projets, trouver une ferme, réaliser un prévisionnel financier. Donc c'est vraiment une plateforme d'accompagnement à l'installation en agroécologie. Pour vous donner une idée, en moins de 2 ans, chez FEV, on a collecté 8 millions d'euros auprès de 800 investisseurs. On a financé 7 fermes qui ont permis à s'installer de 14 agriculteurs et agricultrices. Et on a actuellement 6 projets en cours d'acquisition et qui seront finalisés dans les prochains mois. Et personnellement, moi, je suis responsable justement de la foncière et des investisseurs et de développer des partenariats avec les conseillers financiers, notamment comme Maël et Bénédicte, qui sont partenaires de FEV et qui proposent un investissement dans FEV à leurs clients. Donc voilà pour la rapide présentation de FEV, et je vais laisser la parole maintenant à nos intervenantes d'aujourd'hui. Merci encore d'avoir accepté d'intervenir sur ce webinaire. Et donc pour commencer, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur vous et sur votre parcours, vous présenter tout simplement? Je laisse la parole, Bénédicte, vas-y. Allez, ça marche. Donc, je suis Bénédicte Cornu, je suis la fondatrice de Kinty Conseil. C'est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine responsable et investissement durable et éthique. Et ma vocation, c'est d'accompagner mes clients, qu'ils soient chefs d'entreprise, profession libérale, indépendants, salariés, sur tous les sujets patrimoniaux, que ce soit de la fiscalité, investissement immobilier, financier, préparation de la retraite ou éducation des enfants pour plus tard, par exemple. Et juste pour dire un mot de mon parcours et pourquoi j'ai créé le cabinet, j'ai fait des études en finance et en gestion de patrimoine, le master gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand et en gestion à HEC Montréal. Et j'ai travaillé en banque et en cabinet privé à Paris. Et Paris, c'était une super expérience professionnelle, mais en ayant vécu au Canada et étant originaire de Bordeaux, la nature, les grands espaces me manquaient. Du coup, je suis partie faire un tour du monde en sac à dos pour rencontrer les gens aux quatre coins du monde, échanger avec des gens de différentes cultures. Et je n'avais pas la conscience écologique aussi poussée à ce moment-là.
Et en fait, c'est pendant ce tour du monde et ce voyage que je me suis rendu compte de la situation environnementale et écologique et la pollution, notamment pollution plastique. Et à mon retour en France en début 2020, en fait, je voulais être utile et faire ma part pour l'environnement. Et je me suis rendu compte que flécher les investissements et l'épargne vers des projets et des investissements à impact, il y avait vraiment eu une utilité et c'était ma façon de faire ma part. Donc, du coup, j'ai créé Kinty début de 2020, notamment pour ça. Ok, super. Alors, pour ma part, moi, je suis Maëlle Caravaca. Je suis la fondatrice du cabinet En Privé. C'est un cabinet aussi en gestion de patrimoine. Donc, pareil, je couvre tous les sujets patrimoniaux, que ce soit de la fiscalité, que ce soit du placement financier, immobilier, etc. La particularité du cabinet, c'est également d'avoir construit toute son offre autour de l'investissement responsable et l'investissement à impact. Et donc aujourd'hui, moi, je m'adresse à une clientèle plutôt jeune, puisque la spécificité que j'ai, c'est d'aller les chercher sur les réseaux sociaux, puisque j'ai un compte Instagram, et donc ça fait partie de mon canal d'acquisition. Et ça me permet de m'adresser à une génération qui est très sensible et soucieuse des enjeux environnementaux et sociaux. Et donc aujourd'hui, ma clientèle est exclusivement adhérente au concept d'investissement responsable. Donc je ne fais que ça. Et en ce qui concerne mon parcours, en fait, j'ai 2 masters en fiscalité, gestion du patrimoine du particulier et fiscalité de l'entreprise. J'ai passé une partie de ma carrière, j'ai passé 10 ans en salarié dans des grands groupes de distribution, des plateformes que certains CGP connaissent à mon avis très bien. Donc, je faisais de la distribution en B2B et j'animais un portefeuille de conseillers en gestion de patrimoine, je distribuais des solutions. Et au bout de 10 ans, en fait, je me suis rendu compte qu'il manquait de l'utilité à tout ça. Et c'est en côtoyant des partenaires qui, eux, faisaient de l'investissement responsable que j'ai réalisé à quel point ça devait être évident, en fait, que la finance devait ressembler à ça, en tout cas flécher l'argent vers des activités positives. Et donc, en fin 2019, j'ai créé le cabinet en ayant uniquement cet axe en tête de valoriser l'investissement responsable et l'investissement impact, de m'adresser à une clientèle jeune et d'aller sur un canal digital pour justement aller chercher cette nouvelle génération. Voilà. Ok, hyper intéressant. Merci. Et donc, première question un peu générale pour vous deux. Quel est selon vous le rôle d'un CGP justement? Quel est son rôle d'aide aux clients? Qu'est-ce qui est Euh, général? Pour moi, c'est accompagner le client en fait et définir une stratégie globale. En fait, il part d'où, où est-ce qu'il veut aller, et ça peut être par exemple une stratégie de besoin de revenus ou de retraite dans X temps, financer un projet, l'éducation des enfants. J'ai aussi beaucoup ça en ce moment. Et du coup, on se dit, voilà, c'est ça l'objectif. Le patrimoine qui est aujourd'hui nécessaire, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme solution? Toujours avec en tête que c'est des solutions à impact et avec des convictions. Et on accompagne en fait le client en lui disant ça peut être adapté, ça aussi, et lui montrer avantages, inconvénients de chaque solution pour qu'il puisse en fait avoir une feuille de route, se projeter et en fait être serein aujourd'hui sur les décisions qu'il prend, sur les montants. Et c'est l'accompagner. Moi, c'est vraiment ça en fait. C'est l'accompagner pour optimiser ses besoins et en cohérence avec ses valeurs et ses convictions, parce que chacun est vraiment différent. Donc, créer une stratégie adaptée et unique à chaque client. Ok. Et pour ma part, moi, je pense que le rôle du CGP, en complément évidemment de ce que dit Bénédicte, parce qu'on a vraiment ce rôle d'accompagnant, c'est surtout qu'en tant que sachant, on doit aussi transmettre l'information. Et pour moi, on est un intermédiaire professionnel qui portons cette responsabilité de donner l'accès à des solutions à la fois performantes, mais aussi impactantes, puisqu'il ne faut pas oublier que l'argent qu'on vient collecter auprès des particuliers, des chefs d'entreprise, etc., c'est de l'argent qui vient dans le circuit économique et qui finance forcément notre économie. Donc, nous, en tant que sachants, on porte cette responsabilité de pouvoir dire aux clients vers quoi on flèche cet argent. Donc, on a ce rôle de pédagogie, de transmission, pour que justement,
avec la fameuse feuille de route dont parle Bénédicte, le client puisse prendre des décisions éclairées et sache effectivement que sur ses stratégies, en plus de ça, ça va être aligné avec ses convictions et l'idée qu'il se fait de l'investissement. Et donc, c'est aussi lever l'opacité. Je pense qu'on a vraiment cette responsabilité de vulgariser, de transpariser le monde de l'investissement. Ok, super. Et justement, on parle d'investissement responsable. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que c'est au niveau réglementaire, donc au niveau de l'AMF, l'investissement responsable, et qu'est-ce que c'est selon vous un investissement responsable? Est-ce qu'il y a une différence justement entre les deux? Enfin, c'est assez large, je sais qu'il y a pas mal de labels justement. Ouais. C'est en short, si c'est possible. La définition, elle va être très disparate. C'est-à-dire que tu as effectivement ce que dit l'AMF, les différents textes européens, que ce soit la taxonomie, que ce soit le règlement SFDR, les différents labels, label ISR, label Greenfin. En fait, ça, si tu veux, c'est de la sémantique qui permet de voir où tu veux mettre le curseur, jusqu'où tu veux avoir de l'impact et quel est le grade en fait, dans lequel tu veux monter pour aller justement financer des activités durables. On va dire que l'investissement responsable, c'est surtout comment dire, allier la performance d'un investissement avec l'utilité environnementale et sociale, et donc prendre en considération des externalités négatives qu'il pourrait y avoir quand tu finances telle ou telle activité. Donc, c'est intégrer ces fameux critères ESG, les critères environnementaux, sociaux et gouvernance, quand tu vas sélectionner une entreprise. Et donc, voilà, après, dans l'investissement responsable, il y a beaucoup de greenwashing. Donc, je continue à soutenir l'économie traditionnelle en intégrant ces fameux critères, où je vais jusqu'à financer une économie durable et responsable. Il y a deux mondes. Mais grosso modo, l'idée est là. Ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est quand on dit investissement responsable, comme dit Maëlle, ça prend en compte des critères extra-financiers, donc environnement, socio, gouvernance. Mais en fait, ça ne veut pas dire que c'est bon pour l'environnement ou que ça protège la biodiversité ou que ça restaure la biodiversité. Donc, il y a cette partie-là responsable, mais il y a aussi, on peut dire, la finance à impact, où là, on a vraiment un impact positif. Et après, c'est de se dire, est-ce que l'investissement, ça améliore, enfin, quel type quelle gradualité on a. Et du coup, c'est ça qui est compliqué. Et il n'y a pas de définition, en fait, aujourd'hui, précise et unique de ce que c'est la finance responsable ou la finance durable. Chacun, que ce soit au niveau CGP ou société de gestion ou investissement, donne un peu sa définition et où est-ce qu'il met le curseur, comme disait Maëlle. Donc, c'est aujourd'hui assez compliqué, mais ça avance et on voit qu'il y a des avancées, des réglementations. Donc, ça va dans le bon sens. Mais nous, en tant que CGP, on peut pousser pour donner en fait notre définition qui va sans doute plus loin aujourd'hui que l'investissement responsable que nous dit l'AMF. C'est juste prendre en compte quelques critères qui est déjà bien, mais je pense qu'on est certains CGP, dont voilà, Maëlle et moi, à aller plus loin. Ok, ouais. Donc vous allez plus loin, que là. Ça, et justement, vous allez plus loin enfin, vous proposez quand même tout type d'investissement responsable. Vous allez vraiment justement axer sur des investissements qui, selon vous, ont plus d'impact et carrément refuser parfois des investissements qui, selon vous, correspondent pas, justement, sont pas assez impactants, n'ont pas un impact social ou écologique assez fort selon vous. Vous pouvez dire non, selon vous, c'est pas, même s'il est labellisé comme ISR par exemple, selon vous, ça remplit pas assez de critères pour pouvoir le proposer à un client. Ouais, il y a une approche, je pense qu'il y a une approche discrétionnaire, tu vois, il y a une sélection qui se fait, c'est-à-dire que comme justement, on a aussi cette responsabilité d'aller creuser le sujet et d'aller vérifier ce qu'on propose aux clients, c'est de s'assurer effectivement que ça correspond bien à l'imaginaire que se fait le client de l'investissement responsable, pour pas qu'il y ait de déception. Donc, effectivement, de manière discrétionnaire, même si c'est un label ISR, franchement, tu as plein d'investissements qui ont un label ISR qui sont des fonds déguisés en CTLM qui sont juste peints en vert et qui juste fait de la finance traditionnelle, business as usual. Donc, effectivement, il faut faire ce tri très sélectif et notamment, par exemple, exclure des secteurs d'activité. Dans le label ISR, tu peux quand même financer les énergies fossiles. Maintenant, est-ce qu'on considère que financer le pétrole, le charbon, c'est faire de l'investissement responsable? Je ne suis pas certaine. En tout cas, les clients ne s'imaginent pas faire ça. Non. Donc, on a aussi, tu vois, ce devoir d'exclure, en fait, et de cibler les activités qu'on veut privilégier. Ok, ouais. Ouais.
rejoins tout à fait Maëlle. Je pense enfin, comme on se définit, en plus, on a créé nos cabinets avec cette volonté de créer une offre autour de l'investissement responsable. Je pense que voilà, on est de fait, on ne s'arrête pas au label parce qu'on s'applique nos propres exclusions et on va creuser un peu plus loin. Et donc, ça demande du temps, ça prend du temps. Mais quand c'est nos convictions et que nous, on est convaincus de ça, voilà, on le fait. Super. Et justement, tu amènes très bien la question suivante, c'est comment vous faites justement pour identifier ces placements impact? Comment vous faites justement pour avoir des placements qui vont répondre aux convictions de vos clients et à vos convictions aussi personnelles que vous avez déjà de base dans votre cabinet? Il y a plusieurs leviers. Moi, le premier que j'irais, c'est et du coup, Maëlle le sait aussi, parce qu'on fait partie, enfin, je fais partie, Maëlle aussi, des AFR, les acteurs de la finance responsable. Et on est un groupe de CGP, du coup, avec les mêmes valeurs. Et c'est génial parce qu'en fait, on échange sur justement des produits responsables. On se donne notre avis, on se demande si on connaît. Donc, ça, c'est un super réseau pour voilà, s'informer sur ce type d'investissement. Et après, moi, j'y suis sur le terrain et c'est notamment grâce en fait au terrain et à mon réseau local que j'ai connu FEV. Donc moi, je suis basée dans le Pays Basque à Anglette et je fais partie d'une association locale Humans by Nature qui accompagne des projets écologiques dont fait partie la forêt de Higas. Et donc, je connaissais Johan, le fondateur de la forêt de Higas, et il avait besoin justement de faire financer ses terres agricoles. Et c'est FEV qui l'a accompagné pour financer ces terres. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu, en fait, Ferme Envie. Et quand j'ai connu, voilà, vu comment c'était voilà, votre projet, votre foncière, du coup, je l'ai intégré dans mon offre parce que ça répondait carrément à mon sujet. C'est vraiment là, sur le terrain et sur le réseau que j'ai découvert. Donc, ça fait aussi partie de comment on trouve les projets. Et comme ça fait partie de nos convictions, mes convictions et mon envie, en fait, on est peut-être plus à même, plus ouvert, plus à l'écoute sur le type de projet qui peut exister. Ok, super. Ouais, je rejoins complètement Bénédicte là-dessus, c'est-à-dire que ce qui aide en fait à identifier les bons partenaires, c'est les réseaux, c'est effectivement le fait de partager au sein d'un écosystème de personnes qui vont avoir ces mêmes valeurs, de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques et de pouvoir en fait collectivement identifier de nouveaux partenaires. Donc avec Bénédicte, effectivement, on fait partie des acteurs de la finance responsable et on a ce groupe de CGP qui est un très très bon vivier en fait pour aller dénicher les nouvelles pépites et notamment faire l'envie. Et puis après, c'est vrai, c'est les réseaux, donc il faut, pour chaque partenaire, il faut aller faire cet effort d'approfondir en fait. Et puis c'est surtout, je veux te dire, les partenaires qui sont naturellement transparents, en fait, ça permet aussi de savoir s'ils sont authentiques dans leur démarche ou si on est clairement dans un opportunisme de greenwashing, etc. Donc, il faut identifier ses partenaires, leur poser des questions, aller loin, en fait, dans l'audit, dans la due diligence qu'on fait pour sélectionner ses partenaires. Et naturellement, il y en a qui sont plus transparents que d'autres et c'est ceux-là qu'il faut privilégier. Ok, génial. Ouais. Ouais, c'est vrai que ouais, nous, on fait aussi partie de l'AFR. C'est là que Vincent, notamment, avait rencontré Maëlle et Bénédicte. Et la forêt de Higas, ouais, pour préciser, c'est un des projets en effet que FEV va financer. C'est une forêt comestible, enfin, c'est un projet de forêt comestible sur 7 hectares, porté par Johan, et donc, qui va allier agroforesterie et maraîchage. Donc voilà, ok, super. Et est-ce que parfois, justement, vous allez aussi chercher des solutions en fonction de demandes spécifiques de clients? Si un client va vous demander, par exemple, va dire qu'il est intéressé par un sujet spécifique, donc par exemple, ça aurait été de l'agriculture, mais ça peut être quelque chose d'autre. Et en fonction justement de la demande du client, vous allez chercher un projet qui peut correspondre et creuser, vous-même trouver potentiellement une nouvelle solution du coup à proposer à d'autres par la suite, quoi. Oui, en fait, mais je pense aussi que c'est une vision du métier qui doit changer, c'est-à-dire que plutôt que de faire matcher un produit avec les projets du client, il faut partir du besoin du client et aller chercher la solution qui lui correspondra le mieux. Donc, oui, ça passe par lui poser la question de savoir quelles sont les thématiques qu'il veut privilégier. Notamment, ça peut être effectivement l'agriculture, l'alimentation saine, ce genre de choses. Et donc, en conséquence, tu vas aller choisir des solutions. Soit tu les as déjà en fait dans ta petite besace et tant mieux. Soit sinon, il faut, en tout cas, je pense que c'est notre mission d'aller chercher ensuite les solutions pour le client
et pas l'inverse, pas essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds avec déjà des solutions qu'on a sur les étagères et à tout prix devoir les refourguer aux clients. Donc, je pense que ça fait partie aussi du métier de rester alerte pour être voilà, enclin à aller passer de nouveaux partenariats avec des nouveaux acteurs à impact. Ok. Est-ce que du coup, vous avez des exemples, des exemples concrets d'investissement impact que vous proposez à vos clients en ce moment, par exemple, au-delà de FEV, d'autres projets à impact dans d'autres domaines, peut-être dont vous avez envie de parler spécifiquement et que vous proposez? Il y a plein de domaines, ça peut être après, c'est comme dit Maëlle, ça peut être selon le client ce qu'il aime, mais en fait, c'est d'avoir, je pense, on a 2 casquettes, l'offre qu'on a nous définie, en fait, définit nos thématiques, et après, en fonction du client, lui, ses forces de proposition. Moi, j'ai eu un client qui, lui, c'était plus la terre et il avait découvert une entreprise, en fait, entendu parler d'une entreprise qui brevette un champignon pour dépolluer la terre. Et du coup, il m'a posé la question, ce que j'en pensais. Et du coup, j'ai échangé avec le dirigeant de cette entreprise-là. Donc, c'est pas du tout, je connais rien en champignons et ça, mais c'était l'aspect du client. Voilà, cette entreprise lui plaisait. Et du coup, il m'a demandé mon expertise sur la partie plus financière, technique. Qu'est-ce que j'en pensais? Donc, je trouve ça génial en fait d'être en même temps force de proposition pour amener des projets à des clients ou des thématiques et en même temps être là pour les accompagner sur des choses plus techniques ou plus fines ou qui ne vont pas forcément avoir. Donc, ouais, là, c'était voilà, sur la dépollution des terres pour cet exemple-là. Mais après, il y a des clients, c'est qu'ils sont vraiment hyper plutôt sur tout ce qui est innovation et du coup, l'agrophotovoltaïque, c'est par exemple, voilà, ça peut être sur l'innovation et dans ces choses-là. Donc, il y a tellement de thématiques qu'on doit être aussi, nous, c'est ça que j'adore dans le métier, c'est qu'on doit être un peu au courant d'un petit peu tout et savoir où aller chercher les informations. Et c'est là où il y a la force du réseau et de parler avec plein de personnes compétentes sur des sujets différents parce que c'est tellement vaste et ça peut parler de rénovation énergétique, d'agroforesterie, de forêt, de transition énergétique. On ne peut pas être expert sur tous les sujets, on n'est pas ingénieur ou autre, mais de pouvoir faire appel à un réseau pour avoir les expertises de chacun parce qu'on partage les convictions, c'est top. Et du coup, ça nous permet, chaque métier, en fait, d'accompagner au mieux nos clients avec nos spécificités. Ok, super. Ouais, là, en fait, c'est pareil que Bénédicte, c'est-à-dire que faire de l'investissement responsable, aujourd'hui, de l'investissement impact, ça va concerner tous les secteurs de l'économie, c'est-à-dire que ça peut être à la fois de l'immobilier pour décarboner l'immobilier, ça peut être de la mobilité alternative, ça peut être de la tech for good, de la santé, de l'entrepreneuriat social, des foncières solidaires. Enfin, franchement, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. C'est-à-dire que c'est comme le bio il y a 15 ans, c'était difficile de manger bio parce que dans les rayons, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est hyper facile parce que l'offre s'est beaucoup plus développée. L'investissement responsable, c'est exactement pareil. Il y a de plus en plus d'acteurs à de l'impact. Il y avait qu'à voir au salon de Change Now, en fait, tout ce vivier de startups qui cherchent à avoir de l'impact. Donc, et franchement, quelle que soit l'enveloppe aussi choisie, c'est-à-dire que là, par exemple, avec Ferme Envie, on est vraiment sur l'investissement de mon côté. Et c'est vrai que c'est peut-être plus facile d'aller faire de l'impact dans du private equity, avec du crowdfunding, par exemple, avec des foncières solidaires ou tout simplement en direct dans une société. Mais franchement, on peut tout aussi bien le faire sur de l'investissement coté, dans une assurance vie, dans un plan retraite, dans un compte titre, un PE1, et c'est aussi vrai dans l'immobilier direct ou l'immobilier collectif. À nouveau, vraiment, pouvoir construire une feuille de route avec des stratégies d'investissement pour le client. On peut distiller du responsable et de l'impact dans toutes les strates en fait, de cette feuille de route. Donc, voilà, aujourd'hui, il faut juste être curieux et aller justement voir qui sont ces nouveaux acteurs. Ouais. Mais construire une offre 100% responsable, c'est carrément possible et il faut le faire. Super, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Aujourd'hui, il y a les moyens de le faire. Ok, super. Ouais. C'est vrai que nous, on fait partie d'ailleurs aussi du label Finansol. On est labellisé Finansol avec la foncière FEV, et c'est vrai qu'il y a plein de projets intéressants dedans, donc des foncières, des coopératives, justement, qui ont besoin de financement et qui ont des projets super intéressants. Parfois, ce qui peut être compliqué, ce qui peut faire peur aux gens, c'est aussi le fait d'allier rendement ou rentabilité, en tout cas, de l'investissement et impact positif.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Justement, finalement, est-ce qu'il y a des possibilités? Est-ce que ça a un impact vraiment sur le rendement de vouloir avoir un impact positif sur son portefeuille, dans son portefeuille? Bah, je pense qu'aujourd'hui, on voit, avec Fève ou d'autres qu'en fait, on peut allier rendement et investissement responsable. Mais comme dit Mel, on doit aussi changer de modèle où aujourd'hui, moi, le simple, critère rendement-risque, en fait, il a plus vraiment son sens parce que, comme dit, on injecte de l'argent dans de l'économie et la finance responsable, la finance durable, c'est une finance, pour moi, qui est au service du vivant et qui investit dans des projets, concrets et réels pour le monde qu'on veut demain. Et en fait, aujourd'hui, si on se dit, je veux juste du rendement risque, bah, OK, je vais peut-être investir dans des entreprises hyper polluantes ou Total ou autres, mais pour qu'elles montent demain ou après-demain, si on peut plus vivre et assurer nos besoins vitaux, en fait, bah, si j'ai un rendement à 2 chiffres, super, mais qu'est-ce que j'en fais si je peux plus, vivre, en fait, décemment demain? Donc moi, je rajoute, un troisième critère qui j'appelle ça conviction, mais en fait, on doit aussi prendre en compte dans quoi on investit. Et ça ne veut pas dire qu'on fait, que du don et de la philanthropie, on se débarrasse de son argent, il y en a pas de rendement. Non, c'est pas ça. C'est vraiment se dire en conscience, j'investis sur quoi, pour quel rendement et c'est toujours du coup prendre aussi en compte, sur quel horizon de temps. Plus forcément, on va être amené à pouvoir aller sur un temps long, on va peut-être pouvoir aller chercher un peu plus de rendement. Il y a des catégories de types d'investissements qui vont peut-être pouvoir amener plus de rendement que d'autres, mais dès qu'on a bâti en fait une stratégie, une feuille de route avec quels besoins j'ai, on n'a peut-être pas forcément un rendement à deux chiffres tous les ans. De toute façon, on ne pourrait sans doute pas aller le chercher ou avec trop de risques. Donc, c'est possible d'avoir du rendement, mais le principal, c'est de se dire quel besoin j'ai. Et après, c'est trouver quel type d'investissement, quel support va permettre de répondre à ce besoin. Et comme on disait au début, ça demande de changer de modèle de finance, mais aussi de nos comportements, de toujours aller chercher plus, où en fait, il n'y a pas forcément besoin. Et c'est là, en fait, où il y a peut-être un changement de mentalité à faire aussi. Mais oui, allier rendement et investissement durable, c'est tout à fait possible à mon sens. On le voit avec Ferme Envie ou d'autres types de supports où il y a quand même un rendement derrière. Ouais. Je suis complètement d'accord avec Bénédicte, c'est-à-dire que vraiment, je te rejoins sur l'idée de faire des profits sans lendemain, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est génial de s'enrichir. Maintenant, si c'est pour compromettre en fait notre avenir à tous et nos conditions d'habitabilité, moi aussi, je rêve d'avoir plein de pognon, mais ça me servira à quoi si le monde brûle? Donc oui, il faut vraiment en fait questionner son rapport moral à la performance et au rendement. Et puis, quoi qu'il en soit, moi, je vais vous donner un chiffre. Les entreprises qui intègrent des mesures d'impact dans leur business model, elles sont 13% plus performantes que celles qui ne le font pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, les pollueurs sont encore les grands gagnants de la performance, etc., par manque de réglementation, à mon avis. Mais si on devait intégrer une comptabilité verte et sociale dans toutes les entreprises, très franchement, le prix de revient ne serait pas le même et donc la rentabilité ne serait pas le même. Et si on faisait payer le préjudice de la biodiversité ou le préjudice social de ces entreprises, elles ne seraient pas rentables. Et il y a une chose aussi qui est sûre, c'est que je pense que nous, en tant que particuliers, en tant que consommateurs, de plus en plus, parce qu'on est conscient en fait de ces enjeux-là, on va être attentif. Donc, on est capable de boycotter une marque parce qu'elle ne répond plus à nos valeurs. Eh bien, ça, c'est aussi le sens de l'histoire. Sur l'investissement, les entreprises qui auront plus d'impact positif seront mieux valorisées à la fois par le consommateur, sera aussi mieux valorisée par ses salariés. Et ben, mine de rien, c'est quand même l'outil de production et sera aussi mieux valorisé du coup par les investisseurs. Donc, pour moi, il y a le grand changement n'est pas encore tout à fait là, mais il n'est pas loin d'arriver, de sorte que ce soit du coup les entreprises positives qui seront les grandes gagnantes de cette transition. Et moi, je n'ai pas de doute là-dessus, je suis éminemment convaincue qu'elles seront à la fois créatrices de valeur, créatrices d'emplois et régénératives pour la nature. Et très franchement, moi, je le vois auprès de mes clients. Évidemment, on ne fait pas un métier de philanthrope. Donc, on est là aussi pour développer le patrimoine, pour accompagner l'enrichissement de nos clients. Maintenant, moi, j'ai des clients qui sont à la fois très contents de gagner de la performance, pas forcément à 2 chiffres, mais qui sont surtout très fiers de là où ils ont mis leur argent pour eux, pour l'avenir de leurs enfants. Et très franchement, cette émotion-là, qu'on n'avait peut-être pas il y a 10 ans quand on investissait. On n'était pas forcément très fiers d'ouvrir un contrat d'assurance vie ou très fiers d'investir dans une start-up. Aujourd'hui,
il y a cette émotion-là positive qui permet de se dire, oui, en plus de ça, j'ai une contribution individuelle à ce grand changement. Ah, c'est Donc, clair. la confiance, elle est là aussi. Ah, bah, super, ouais, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, ouais, bah, nous, on pense pareil, bien sûr, chez Ferme Envie, et c'est un parallèle même avec l'agriculture, où, finalement, avec un modèle où on a voulu aller chercher le plus de rendement possible pendant des dizaines d'années, et finalement, Fragiliser le. en Fragiliser les en sols fragilisant et les sols et les terres, et du coup, il y a des coûts finalement qui sont pas compris dans le prix de vente, mais qui sont énormes pour la société. Et Et finalement, oui, le parallèle est là, et c'est clair que c'est pour ça que nous, on favorise justement ces démarches aussi agroécologiques. Donc même si le bio, par exemple, et des produits vont être un peu plus chers, en avec des pratiques plus vertueuses, finalement le coût, derrière est beaucoup moins important, et finalement c'est le modèle productiviste qui devrait coûter plus cher c'est au sûr. final. Tu sais, c'est vraiment le principe de la prime du vice, l'économie du vice, c'est-à-dire que ça coûte plus cher à une entreprise de faire de bonnes choses, de payer justement ses salariés, d'effectivement faire attention à ses externalités environnementales. Ça lui coûte plus cher qu'une entreprise qui veut juste faire du profit. Sauf que, à nouveau, la réglementation, elle intégrerait en fait ces externalités négatives. Le paradigme serait totalement différent en fait. Et le modèle productiviste qu'il y a dans l'agriculture, il fragilise, du coup, on le voit sur les 50 dernières années, ça fragilise notre sécurité alimentaire aujourd'hui parce que artificialisation des sols, parce que pollution, parce que la terre n'a pas le temps de se régénérer. Et en fait, on court à notre perte en fait d'être trop performant. Non, c'est clair. Et c'est un modèle complètement biaisé parce qu'en fait aussi l'agriculture enfin intensive et classique en fait elle est aussi subventionnée et du coup en fait les prix sont pas les vrais prix en fait du coup ça coûte moins cher mais ça vit sous subvention donc c'est pas pérenne forcément non plus Mmh. et et donc ouais, c'est assez biaisé par rapport aux consommateurs et on ne dit pas aussi que tous les services, ce qu'on appelle écosystémiques, donc tout ce que la biodiversité nous rend, qui nous permet, de cultiver, nos terres, dépolluer l'eau et cetera. Tous ces services que la nature nous rend, c'est pas du tout pris en compte dans le prix dans le prix d'un produit et en fait ça, toute cette valeur-là, en fait, si elle était valorisée, c'est supérieur au PIB mondial et s'il y a plus de biodiversité, qu'on parle beaucoup de déclin de biodiversité, s'il y a plus de biodiversité, il y a plus de régulation du climat, il y a plus de dépollution de l'eau. On respire grâce, majoritairement aux océans. Si demain il y a plus d'océans, en fait, on peut quasi plus respirer. Mais ça, c'est pas valorisé, en fait. Donc c'est vraiment biaisé par rapport au prix aujourd'hui et comme dit Mel, c'est sans doute lié aussi à une réglementation et un système qui est, ce qu'il est aujourd'hui et qui a sans doute besoin de changement. Mais Ouais. il y a plus de 90% de notre économie qui tourne sur nos ressources naturelles. Donc, se passer de ressources naturelles, c'est fragiliser à nouveau nos conditions d'habitabilité. Ça va toucher la santé, il va y avoir des questions de santé publique, ça va toucher évidemment la sécurité alimentaire, les bâtiments, en fait, les infrastructures, l'assainissement de l'eau, l'immobilier. Enfin, et donc tout ça est totalement interconnecté. Il faut vraiment prendre conscience que c'est la nature qui nous a permis Ouais. de construire cette civilisation. Non, c'est clair. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ouais, donc forcément, il y a un peu de retard à ce niveau-là, mais de voir des cabinets comme vous justement qui sont orientés sur ces sujets-là, au-delà de le faire par conviction, ça va finalement devenir, en tout cas, je l'espère rapidement, finalement un intérêt aussi de l'être, parce que sinon les clients vont plus être intéressés pour être conseillés par des conseillers qui ne prendront pas en compte ces enjeux-là. Donc ça, finalement, les deux vont se rejoindre, Ouais. l'impact et l'aspect économique, parce que forcément, on commence à se rendre compte, on s'en rend compte depuis de nombreuses années, mais là, on arrive à un point où voilà, il faut que les consommateurs soient alignés au niveau de ce qu'on consomme, au niveau de d'où on place notre épargne. Donc c'est intéressant de voir que ça peut être aussi une opportunité pour des conseillers de se différencier justement et de trouver une nouvelle clientèle qui en a marre de ne pas savoir à quoi sert son argent et ce qu'elle finance. Donc finalement, vous êtes dans un bon créneau aussi à ce niveau-là. A priori, c'est sûr que c'est pas. Moi, j'ai le sentiment que c'est pas une thématique qui va disparaître. Moi, j'adorerais que ce que je fais en fait n'est plus, voilà, j'ai plus besoin de le faire dans les 10 prochaines années. Ça serait génial. J'ai quand même le sentiment qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont avoir cette conscience écologique. Il va y avoir de plus en plus de gens à accompagner pour les aider à investir responsable. Et donc, bien sûr, pour tous les cabinets, pour tous les CGP, mais évidemment.
prenez en main ce sujet qui est crucial déjà pour nous en tant qu'individus, en tant que société, et puis du coup, pour apporter de la modernité en fait et de la comment dire et des réponses pour vos clients à ces enjeux-là, évidemment. Ah ouais, super, bah merci, très intéressant. Pour tous ceux qui participent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou sinon à prendre la parole si vous voulez. Là, il nous reste 20 minutes, donc si vous voulez soit prendre la parole pour poser vos questions directement avec le micro, soit dans le chat, n'hésitez pas, on pourra y répondre avec Maëlle et Bénédicte. Donc voilà, on les prendra une par une. Vraiment. Moi, déjà, je me demande, est-ce que là, dans l'audience, avec les participants, est-ce qu'il y a déjà des conseillers qui poussent l'investissement responsable? Est-ce qu'il y en a certains qui parlent de ça à leurs clients? Ou est-ce que c'est la demande du client, en fait, qui pousse le conseiller à aller chercher de nouvelles solutions? C'est quoi, en fait, la démarche? Est-ce que certains d'entre vous, vous êtes proactifs ou vous sentez une tendance des clients qui vous demandent ce type de solution? J'aimerais bien savoir, moi, ça. Je suis curieuse. Voilà. Si certains veulent répondre. Bonne question. Sentir un peu la tendance un peu. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole sur ce sujet-là. Non, là, on a un auditoire timide. Soyez pas timide, on est entre nous. Moi, j'avais une question. Yes. J'ai ouvert mon cabinet il y a à peu près 3 ans. J'ai effectivement de la demande. Donc je ne vais pas forcément aller chercher ou proposer. J'ai des clients qui me demandent expressément des investissements responsables, mais alors jamais au détriment de la performance. Donc, il y a toujours cet équilibre à aller chercher. Et jusqu'à présent, c'est vrai que les investissements responsables, forcément, venaient un petit peu rogner sur la performance. En tout cas, c'est le cas dans les contrats d'assurance vie. Quand on fait des allocations d'actifs 100% ISR, statistiquement, hein, quand on compare les performances des fonds labellisés par rapport à des allocations classiques, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire que l'allocation est la même, la pondération est la même, les thématiques sont les mêmes. On a effectivement une perte de entre 1,5 et entre 1 et 1,5% par an. Donc on perd 1,5 points par an de performance, ce qui sur le long terme peut avoir son impact. Voilà, tout simplement un petit retour d'expérience, c'est pas forcément une question, mais j'avais eu la conversation quand on a eu le premier échange sur la performance des fonds proposés. C'est vrai que aujourd'hui, ce que les gens cherchent, c'est effectivement d'investir de manière responsable, mais de le faire dans une démarche qui va permettre de quand même répondre à leurs objectifs en termes de patrimoine, quoi, simplement. Parce qu'on reste dans de la gestion de patrimoine. Oui, c'est bien d'investir socialement, mais il ne faudrait pas que ce soit au détriment de la performance de l'actif, quoi. Alors, franchement, merci Geoffrey du coup, parce que c'est vrai que ça peut être complètement un frein en fait. Hein. J'ai toujours ce débat sur la performance et l'investissement responsable. Il y a d'autres études qui montrent que l'investissement responsable n'est pas moins performant. Si vous prenez par exemple le MSCI World et son petit cousin, le MSCI World, qui intègre en fait les valeurs ISR, il est tout aussi performant, voire plus. Et les années où ça baisse, il est même plus résilient, en fait, il baisse moins. Donc, bon, je pense que ça dépend en fait des indices qu'on va comparer ou les fonds qu'on va comparer. Et ça, c'est effectivement un travail qu'il faut faire sur le rapport à la performance qu'on peut avoir. Évidemment, on ne fait pas un métier où l'idée, c'est juste de rester, enfin, d'avoir une performance à 2% ou à 3%, on reste sur ses livrets et effectivement, on ne s'enrichit pas. Mais en fait, ce qu'il faut, je pense, questionner, c'est les priorités du client. Comme on disait tout à l'heure, c'est oui, gagner 1 point de plus de performance, évidemment, sur le long terme, ça peut avoir une incidence. Mais à nouveau, gagner 1% de performance pour financer des entreprises comme Amazon, Total Energy, Coca-Cola, qui sont en fait des gros contributeurs à la pollution mondiale, est-ce que ça vaut, en fait, est-ce que la performance doit nous coûter la nature, doit nous coûter la planète? En fait, est-ce que s'enrichir doit nous coûter la survie? Parce qu'en plus, ce n'est même pas une question de planète, parce qu'à la limite, la planète, elle s'en remettra.
c'est plus, est-ce que notre enrichissement doit nous coûter notre survie, doit coûter la survie de nos enfants, nos petits-enfants? Parce que, à nouveau, on sera, a priori, en fait, le réchauffement climatique, on voit déjà les effets physiques, et donc, a priori, on sera spectateur de ça. C'est pas dans 2 générations ou 3 générations. Là, tous les gens qui sont présents à ce webinaire, on va voir les effets on le voit déjà, on l'a vu l'été dernier. Moi, personnellement, je redoute cet été. Je me dis, mais on va faire combien de jours de canicule? On a passé une sécheresse hivernale, et tout ça va venir en cascade, du coup, sur l'alimentation. L'inflation va continuer à augmenter. Il y a des projections qui montrent que dans 20 ans, l'inflation, on va atteindre des prix délirants, en fait, parce que les récoltes seront de moins en moins bonnes. Et en fait, évidemment, il y a le chiffre, en fait, il y a le rapport financier, et on doit dire aux clients ce que ça lui rapporte. Mais je pense qu'il faut aussi vraiment connecter cette performance à la réalité, en fait, à l'économie réelle. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et pour rebondir, et je suis tout à fait d'accord avec Maëlle, et c'est aussi du coup quand on compare les performances, si tu avais comparé ça, c'était les performances passées, mais du coup demain, se dire si c'est des entreprises on parle de Total, Amazon ou d'autres, qui en fait faisaient sans doute plus de profit dans les années passées, demain si la réglementation change, ou même si du coup les consommateurs changent parce qu'ils se rendent compte qu'en fait c'est plus possible d'avoir cette économie-là, et qu'ils vont vers des entreprises du coup vertueuses et qui ont pris en compte tous ces impacts sur l'environnement, en fait, c'est celles-ci qui vont être sans doute plus génératrices de profit, ou en tout cas, les autres vont avoir plus de coûts pour s'adapter, donc du coup, moins de performance. Et donc, en fait, je pense que en fait, là, c'est ça touche aux convictions personnelles et donc sans doute au CGP, ce qu'il explique aux clients et après, bien sûr, aux clients. Mais du coup, quand je parle d'investissement responsable, pour moi, c'est vraiment du long terme et c'est de se dire demain, quelles entreprises vont sans doute être et les plus performantes, mais aussi du coup les plus adaptées pour conduire à vivre et notre environnement. Et donc, du coup, moi, je pense personnellement qu'elles seront en fait plus vertueuses et sans doute plus performantes que des entreprises aujourd'hui polluantes qui étaient sans doute, oui, les plus rémunératrices par le passé. Mais demain, pour moi, ce ne sera pas ça en fait. Donc, du coup, mais c'est aussi du coup un discours et compliqué à faire entendre aux clients. Et c'est aussi le monde qu'on veut demain et qu'on pense qu'il va être demain. Donc, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas. Mais du coup, moi, c'est cet enjeu-là aussi que je vois dans l'investissement responsable. Ouais, donc on revient au final sur les convictions aussi de chacun et la vision du monde de demain qu'on veut et comment y arriver, quoi. Ok, très bien. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, je pense que ça, c'est un débat qu'on pourra avoir. Hein. Ouais. C'est pas l'objet de la conversation. Les politiques d'exclusion des entreprises polluantes d'aujourd'hui, c'est pas forcément la meilleure stratégie au niveau des politiques de soutien de transition écologique. Encore une fois, c'est débattable. On a des hommes politiques et des économistes qui, justement, prônent le soutien des pollueurs d'aujourd'hui pour qu'ils arrivent à cette transition au sein de leur structure en interne. Parce que si vous mettez en opposition, si vous voulez, des acteurs actuels de l'économie ancienne versus des acteurs nouveaux, ça va prendre très longtemps avant d'arriver à cette transition écologique. Alors que si vous impliquez les acteurs d'aujourd'hui qui sont les pollueurs dans la transition écologique à travers des programmes de soutien financier et autres, on arrivera peut-être plus rapidement à remplir nos objectifs que de travailler sur des politiques d'exclusion et d'opposition. C'est un débat, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière Ouais. par rapport à l'engagement actionnarial et tout ça. Mais après, c'est aussi comment on finance. Est-ce qu'on finance, alors je prends l'exemple de Total, s'il est assez parlant. Est-ce qu'on finance Total sur tout ce qu'il fait quand on voit qu'il fait encore des EACOP ou qu'il ouvre une fois, je crois que c'est un par mois de projets d'extraction d'énergie fossile, où là, on sait qu'il faut, c'est le GIEC qui dit, c'est pas mal qu'il faut arrêter. Oui, OK pour l'accompagner dans la transition, mais alors au travers de financements spécifiques via des obligations vertes ou d'autres choses où c'est vraiment fléché vers une transition vers les énergies vertes. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait ce que fait pas forcément Total, en fait. Donc oui, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière. Et oui, c'est pas sans doute exclure en totalité, c'est accompagner, mais du coup, accompagner via la finance, mais comment? Et du coup, vers les bons moyens. Là, c'est une des solutions dont je parle. Il y en a sans doute d'autres, mais c'est un très bon point. Oui, c'est un débat entre le best in progress, celui qui va prendre des engagements pour effectivement faire cette transition, à quel point ces engagements sont
crédible, réaliste, à quel point la démarche est authentique, ou alors finalement exclure ces gens-là pour aller directement valoriser les entreprises qui, elles, intègrent directement dans leur ADN des éco-activités. C'est sûr que ça, c'est un débat euh, d'idées idéologiques et chacun trouve l'impact qu'il souhaite. Moi, pour ma part, je suis pas adepte du best in progress, du meilleur effort. Je suis pas du tout adepte parce que l'urgence est telle qu'on ne peut pas se permettre de prendre du temps, de voir si ces acteurs-là, dans 15 ans, vont changer, d'autant plus que tu prends l'exemple, Bénédicte, de Total Energy. La volonté clairement affichée n'est pas de massivement financer les énergies renouvelables, mais plutôt effectivement continuer à avoir des projets climaticides. Donc non, moi je ne crois pas du tout à cette approche du best in progress qui est trop peu, en fait, qui sera trop peu impactante. Je préfère soutenir des entreprises émergentes qui seront les entreprises du turfu. Voilà. Ok. Tout à fait. Ouais, non, je suis d'accord aussi, hein. Je pense que la conclusion et la finalité, de toute façon, est la même, hein. Aujourd'hui, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, notre rôle, c'est pas forcément d'imposer nos convictions personnelles sur nos investisseurs, c'est de leur proposer un panel de solutions d'investissement responsable, et ce sera à eux de prendre la décision. Plus on a de solutions disponibles pour les clients, mieux ce sera, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Merci Geoffrey. D'ailleurs, Geoffrey qui nous a rejoint récemment aussi, enfin, qui est partenaire de FEV, qui veut. Ouais. Excellent. Parce que ouais, bah non, c'est hyper intéressant. Et du coup, il y a quelques questions qui sont arrivées. Donc, il y a Eileen qui dit que c'est très intéressant et que parfois c'est compliqué de se retrouver dans tous les labels. C'est possible, mais qui est contente d'avoir les infos sur l'AFR. Et Brice qui dit que ouais, ce qui est compliqué aussi, c'est de rester dans les clous au niveau réglementaire et de bien cadrer la notion de risque quand on investit sur ces sujets-là. Donc, et puis Eric qui nous demande aussi si la certification AMF Finance Durable, elle est pour vous nécessaire. Alors, je crois qu'elle n'est pas obligatoire pour exercer, enfin, de juste la certification AMF qui est obligatoire, mais pour moi, si on se définit, enfin, en tant qu'on veut faire de l'investissement responsable, on passe l'AMF Finance Durable parce que ça permet, et sans doute demain, elle sera obligatoire. En fait, aujourd'hui, je pense que l'AMF l'a mis, elle est possible de le passer, mais je pense que demain, elle sera sans doute obligatoire. Donc, tant qu'à faire, autant, même si elle n'est pas aujourd'hui obligée, autant la passer, en fait, si c'est dans nos convictions. Voilà, c'est… Ouais. Ouais, complètement. Ok, super. Et moi, ouais, du coup, pour préciser sur FEV, d'ailleurs, parce qu'on a dit que FEV, ça pouvait être un investissement où il y avait de la rentabilité. Nous, par exemple, voilà, on a l'agrément ESUS, une entreprise solidaire d'utilité sociale, qui nous permet de faire bénéficier à nos investisseurs d'une réduction d'impôt de 25%. Donc ça, c'est vrai qu'il y a ces réductions d'impôt aussi liées aux ESUS qui peuvent avoir un impact fort, qui sont pour le coup des mesures réglementaires, mais qui peuvent aider à flécher des investissements vers des projets à impact, puisque nous, voilà, on bénéficie de ça forcément, et ça nous permet de collecter d'autant plus et de réunir d'autant plus de collectes parce qu'on a cette réduction d'impôt, donc cette incitation fiscale, et aussi une exonération de l'IFI pour ceux qui détiennent des parts de la foncière, en plus du rendement qu'on arrive à proposer. Nous, on a un objectif de revalorisation de la part des actionnaires de la foncière FEV de 2 à 3% par an. Donc, en plus de ça, on a cette incitation fiscale qui permet voilà, de réunir plus de fonds et de flécher des fonds vers des investissements de ce type. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples que FEV de ce type-là que vous proposez, par exemple, qui bénéficient aussi d'incitations fiscales et justement qui permettent de flécher. Ouais. Oui, par exemple, sur les opérations de crowdfunding, quand tu investis au capital d'une entreprise et que tu achètes des actions de non cotées, tu as effectivement aussi cette réduction d'impôt de 25% du montant investi. Et là, en plus, bon, potentiellement, il y a le risque qui va avec, hein, mais potentiellement, ça peut être aussi très rémunérateur. Et puis, en fait, pour revenir justement sur FEV, en fait, pour ma part, tu vois, la façon dont je le présente, c'est que comme je sais que ce n'est pas de l'immobilier spéculatif, c'est pas du foncier, enfin, c'est du foncier agricole, mais pas avec cette logique spéculative, les clients, en fait, savent ce à quoi ils peuvent s'attendre. C'est-à-dire que, à nouveau, dans cette fameuse feuille de route, il y a différentes stratégies qui vont combiner à la fois un niveau de risque, une performance.
Ferme Envie permet d'avoir plutôt une approche défensive de l'investissement, c'est plutôt sur un profil défensif. Et c'est surtout la thématique qui, je pense, qui réjouit les clients de se dire, ah bah voilà, c'est une thématique agricole, etc. Il y a la réduction d'impôts qui peut être hyper intéressante. Il y a surtout l'exclusion IFI aussi pour des clients très fortunés qui ont envie d'avoir, en fait, faire de l'immobilier avec un peu plus de sens. Donc pour moi, Ferme Envie, c'est comme une SCPI, mais avec le sens en plus et l'utilité environnementale et sociale. Et du moment que c'est bien expliqué au client et que là, pour le coup, il sait qu'il ne va pas faire du 10% par an, c'est fine. Par contre, et en plus, c'est plus risqué pour le coup, c'est moins risqué que d'autres. Exactement. Il sait que sur ce couple rendement risque, quand tu vas chercher du 10% par an, il y a aussi une perte potentielle, partielle ou totale du capital. Donc, c'est aussi là où nous, on est censé pondérer, en fait, calibrer les tickets d'investissement. Et très franchement, intégrer Ferme Envie dans son offre, ça a vraiment du sens pour plein de clients, pour des clients fortunés, pour des clients qui vont être sensibles à la thématique, pour des clients qui cherchent à avoir un petit effet fiscal sur la réduction d'impôts, ou pour ceux qui ont un profil défensif. Enfin, vraiment, ça coche plein de cases en complément d'autres stratégies. Ouais, parce que ça reste du coup un plateforme quand même de diversification. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est ça, on fait de la finance durable avec ces convictions-là, mais ça reste quand même aussi, on fait quand même de la diversification, donc dans un portefeuille diversifié, un patrimoine diversifié, Ferme Envie a toute sa place. Et sur la même thématique, on a aussi par exemple des forêts, on peut aussi investir sur des forêts pour tout l'aspect environnemental que ça, et je trouve que c'est hyper complémentaire avec Ferme Envie dans cette catégorie plutôt liée à la terre, à l'immobilier, mais non spéculatif, avec l'impact environnemental, sociétal et que ça nous rend. Donc, c'est hyper important. C'est une brique, en fait, dans le patrimoine et entourée dans tout la globalité. Et en plus, Ferme Envie coche la case, sociétale, avec du coup l'installation d'agriculteurs qui est en transition agroécologique. Donc, il y a aussi des histoires de vie derrière qui sont hyper concrètes et hyper réelles, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'est très très cool. En fait, c'est réjouissant de voir ces agriculteurs s'installer. Il y a vraiment toutes les histoires. Moi, par exemple, il y a un client qui est dans l'Aude et qui a vu que qu'il y avait un projet dans l'Aude. Et donc forcément, il y a aussi ce côté très local où on voit en fait que ça permet aussi le développement territorial, ça permet aussi de dynamiser. Et donc tout ça participe en fait à l'adhésion de la solution. C'est clair, ouais. C'est clair, super intéressant. Et d'ailleurs, on organise aussi, on va essayer d'organiser le plus possible d'événements justement sur ces fermes pour aussi que nos investisseurs puissent rencontrer les agriculteurs, faire du lien finalement entre eux aussi, parce que c'est vrai qu'on a perdu un peu ce lien. C'est parfois aussi pour ça qu'on ne fait pas attention parfois à notre épargne et que globalement, on a perdu un peu de lien avec la terre et d'où viennent nos produits. Et c'est vrai que c'est La terre et l'humain, et remettre l'humain, c'est vraiment du contact humain, et que ce soit et pour trouver des projets, c'est vraiment échanger avec les gens et remettre l'humain au cœur de tout ça en fait. Et du coup, Ferme Envie répond à tous ces critères. Je pense que ça, plus on va grandir et plus on aura un impact fort à ce niveau-là aussi. Créer du lien avec une grosse communauté d'investisseurs d'un côté et d'agriculteurs engagés de l'autre aussi. Donc, il y aura plein de belles choses à faire à ce niveau-là. Clairement, longue vie à Ferme Envie. Merci de me soutenir en tout cas. Et puis après, il y a Gaëtan qui réagit, qui dit que c'est compliqué de faire sans les plus grandes entreprises pour revenir sur le débat d'avant. Et c'est vrai que ça, c'est un débat qui peut être en effet qui peut prendre un certain temps. Parce que Total a les moyens de racheter les startups vertes. Donc c'est vrai que c'est un débat pour le coup assez. Oui. Moi, je souhaite plus profond de moi-même que Poupou, que Stéphane Pouyanné ait d'un coup une fulgurance écologique et se dise tiens, finalement, Total Energy deviendra Green Energy. Et vraiment, je nous le souhaite parce que c'est une entreprise comme ça qui nous condamne. Et c'est sûr que le jour où des boîtes comme ça font un shift énorme, elles auront un impact incroyable. Donc, je nous le souhaite. Il se trouve que pour l'instant, Stéphane Pouyanné n'est pas particulièrement écolo dans l'âme. Il le dit au micro, il le dit même dans les couloirs. Donc, certes,
comment dire, par démagogie, par politiquement correct, il va avoir un petit mot sur les énergies renouvelables. Enfin, les énergies renouvelables de Total Energy, ça représente que 7% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a quand même 93% du chiffre d'affaires qui finance notre déclin plutôt que financer l'avenir. Donc, voilà, je souhaite que toutes ces boîtes aient de plus en plus d'impact. J'espère surtout que la réglementation en fait, sanctionnera les pollueurs, en fait, que les pollueurs soient les payeurs. Ça rentre finalement dans le résultat final. Ouais. On rend compte ces externalités. Ok. Il y a Brice qui nous dit de penser à adhérer au 1% de Force et Planète. Carrément. Ouais, Brice, oui, oui, clairement. Et c'est un collectif, c'est sûr, en tant que cabinet, on peut bien donner 1% pour la planète. C'est-à-dire qu'il y a 99% du chiffre d'affaires qui peut servir à plein d'autres choses, mais on peut bien donner 1% à la planète. Moi, pour ma part, je fais partie de ce collectif, je reverse 1% du chiffre d'affaires. De même, moi aussi. Et c'est une manière d'aller plus loin, d'aller juste au-delà, de proposer des solutions d'investissement responsable. C'est déjà très bien de le faire. Mais en plus, si à travers des initiatives comme celle de mécénat, on est en capacité de le faire et qu'on a les ressources, faites-le. C'est un collectif qui va agréer ensuite plusieurs centaines d'associations pour la protection du vivant, la biodiversité, la faune, la flore, etc. Enfin, c'est hyper réjouissant et au final, voilà, c'est 1%. C'est quoi 1%? On doit bien ça à la planète. Ouais, ouais, c'est clair. Non, on a des conseillères engagées aujourd'hui qui sont. Moi, je pense que oui, on a créé toutes les deux, donc on a créé toutes les deux parce que nous, on a ces convictions-là personnelles, et tu vois, ça se retrouve parce qu'on est toutes les deux adhérentes au 1% pour la planète, et en plus, en étant donatrice, on peut proposer des associations, donc ça aussi, dans les deux sens, on peut être force de proposition d'associations qu'on connaît pour les faire adhérer à 1% et d'avoir des dons d'autres entreprises qui ne les connaîtraient pas, et nous aussi de reverser cette petite part de notre chiffre d'affaires. Donc ouais, c'est un super collectif aussi qui existe. C'est une manière d'engager ses clients, c'est une manière de... Il y a plein d'autres choses à faire. Moi, par exemple, je plante des arbres aussi avec Écoterie pour chaque tranche de 100 nouveaux abonnés sur Instagram. Ça permet d'engager une communauté. J'adopte un corail pour chaque nouveau client. Donc, il y a une partie des frais de souscription qui me permettent d'avoir ces initiatives-là. Je distribue des repas aussi avec Chers The Meal, pour des enfants qui sont en difficulté dans le monde, qui sont en situation de conflit, etc. En gros, vraiment, au-delà de simplement faire du conseil, et déjà, c'est très bien si vous le faites, mais en tant qu'entreprise, on peut aussi avoir ce rôle de mécène, en fait, et on peut aussi avoir de l'impact avec son activité professionnelle, aussi par ça. Donc vraiment, je vous encourage clairement à être aussi un peu philanthrope et généreux, parce que c'est aussi grâce à ça, en fait, c'est grâce à tout ce tissu associatif que le monde change. Super. Voilà, merci beaucoup Maëlle, merci beaucoup Bénédicte. Si, je ne vois pas d'autres questions, donc merci à tous d'avoir participé. Ouais, merci, avec plaisir. Ça vous a motivé à vous diriger vers l'impact. Ah, j'espère. Je pense. Ceux qui n'en proposaient pas encore, je pense qu'il y en avait déjà qui, de toute façon, dans les présents aussi, qui étaient intéressés par cette thématique, forcément, vu de l'événement. En tout cas, merci à tous. On vous enverra un replay dans les prochains jours par mail. Et puis, on mettra aussi nos coordonnées pour ceux qui souhaitent en savoir plus et souhaitent discuter directement avec nous. Super. Merci pour ce webinaire. Maëlle, merci Bénédicte. Ouais, merci aux participants aussi d'avoir posé les questions, c'est génial. Bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Ciao, merci à tout le monde. Merci.